Bonjour et bienvenue sur la chaîne des élèves du lycée franco-australien de Canberra. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rôle du langage dans les faux monnayeurs. Alors, dans une première partie, nous allons analyser la manipulation du langage, notamment du point de vue de chez Passavant et de chez Liliane. Ensuite, nous allons étudier le pouvoir des mots et enfin, nous allons interpréter le langage dans les faux monnayeurs et comment est-ce que les relations entre les personnages sont affectées par le type de langage qui est utilisé. Et donc c'est parti. Alors tout d'abord, commençons avec la manipulation du langage et notamment avec la séduction du langage chez Passavant et chez Liliane. Alors il y a plusieurs éléments déjà prédestinés à être séduits par Passavant et par Liliane. Déjà leur titre, leur fortune et leur générosité apparente. En effet, ils paraissent plutôt aimables aux premiers abords, mais dès qu'on les connaît un peu mieux, on se rend compte qu'ils sont de vils manipulateurs. Il y a également l'apparence du langage que tous les deux utilisent, vu qu'ils ont un langage plutôt développé et qui est facile à séduire. Notamment Robert de Passavant, qui se dit maintenant son ami, et l'ami de beaucoup de monde, qui est dit dans le chapitre 4. Donc là, on voit vraiment que le personnage de Passavant est dépeint comme quelqu'un d'assez aimable, que tout le monde le connaît, tout le monde l'aime à peu près, mais il y a également une zone d'ombre sur le personnage de Passavant, et on nous interdit un peu de voir l'intérêt qu'il porte. Donc on a carrément un caractère hypocrite apporté à ce personnage. Il a aussi un caractère plutôt de donneur de leçons, car il dira plus tard à Vincent: on ne fait pas un enfant à une femme sans se sentir quelque peu engagé vis-à-vis d'elle, surtout lorsque cette femme a quitté son mari pour vous suivre au chapitre 4, car Vincent Vedel avait eu un enfant avec Laura. Donc là, on a vraiment la notion de responsabilité qu'essaye de prendre Passavant, et il a un caractère plutôt paternel envers Vincent. Donc on peut un peu voir l'image du père et du fils, donc avec le père qui enseignerait à son fils les normes sociales, notamment avec le on qui souligne le poids de la société. Et dans ce cas-là, Vincent n'est pas un modèle à suivre donc. Et maintenant, passons à la manipulation du langage chez Passavant. Alors, dès le début de la relation entre Vincent et Passavant, on peut voir que Passavant a un côté plutôt pervers, puisqu'il donne beaucoup de cadeaux, il donne de l'argent, une voiture, une glace, donc plutôt des objets matériels. Il s'efforce d'être généreux pour produire un sentiment de reconnaissance chez Vincent pour le séduire et ainsi accéder plus facilement à son petit frère Olivier Moulinier. Vincent avait accepté volontiers la proposition rémunératrice que lui fit peu de temps après Robert de Passavant, comme on voit au chapitre 4. Donc Passavant lui donne un boulot, il lui donne une glace, et donc Vincent se sent redevable à son égard. Et Vincent avait mené jusqu'alors une vie assez vertueuse. Donc le jusqu'alors est très important puisqu'il marque une rupture de Vincent. Avant qu'il ait fréquenté Robert de Passavant, on peut dire qu'il était plutôt pur, mais maintenant qu'il a été corrompu par l'argent, et ben c'est terminé. Et en plus de cela, Robert de Passavant a entraîné Vincent Vedel dans les jeux d'argent, donc dans les casinos, et connaissant que Vincent a beaucoup de dettes, notamment envers Laura, envers sa mère et même envers Passavant. Il lui devait à tout le moins cette première assistance précaire qu'il se sentait fort en peine de lui assurer. Donc là, on parle vraiment du sentiment de redevabilité qu'a Vincent envers Laura, puisque c'est lui qui l'a mis enceinte. Mais il est vraiment pris entre deux feux. Il y a d'un côté Passavant et de l'autre côté Laura et sa mère à qui il doit rembourser des dettes.
Puis un jour, un miracle se produisit. Vincent, pour la première fois, gagna au jeu d'argent. À ce moment de l'intrigue, l'étau se resserre autour de Vincent, puisque ça fait partie du piège de Robert de Passavant, qui dira « À présent, tout le monde ici vous connaît, ce n'est plus la peine que je vous accompagne ». Donc dans ce sens, Robert de Passavant, il piège Vincent, car Vincent, vu qu'il a gagné une fois, il croit qu'il va toujours gagner, que ça va toujours être pareil. Et en plus, Robert de Passavant avait mis à son auto à la disposition de son nouvel ami. Donc on voit vraiment que la liste des cadeaux s'entasse pour Vincent. En fait, le but de Robert de Passavant, c'est d'habituer Vincent à la luxure, donc à la vie de riche. Et puis au bout d'un moment, on voit vraiment que ça marche, puisque Vincent est un ingrat, il ne fait rien, il est indigne du sacrifice de sa mère, il ne veut pas rembourser ses dettes et il s'enfonce dans son vice en oubliant Laura. Donc là, on pourrait carrément parler du péché de l'avarice. En effet, il n'y avait plus rien à y perdre. Depuis 2 jours, il ne lui restait des 5000 francs, plus un sou. Donc là, on voit vraiment que Passavant a gagné, car Vincent croit qu'il est spécial, vu qu'il a gagné une fois, sauf que ça ne marche pas. Et Vincent, il dépense tout son argent bêtement, et il revient au point de départ, c'est-à-dire qu'il a toujours cette dette envers Passavant et Laura. Donc, vu que Vincent il a une dette envers Passavant, il accepte que ce dernier rencontre Olivier, son petit frère. Passavant en vient même à lui donner un prêt pour maintenir son emprise sur Vincent. Donc c'est vraiment un faux don ce prêt, parce que un vrai don ce serait donné sans recevoir, sauf que ce n'est pas le cas ici. Et une des particularités de Passavant, c'est qu'il est conscient d'être mauvais, et ça on peut plutôt dire que c'est plutôt sain pour lui. Et maintenant passons à la manipulation de Liliane. Alors au début de l'intrigue, on pourrait penser que Liliane est en fait une subordonnée de Passavant, puisque Passavant l'utilise comme une tentation pour attirer ses nouveaux pions et les attirés par les sentiments, donc avec les charmes de Liliane, pour avoir plus d'influence sur les victimes de Passavant. Mais on se rend compte au fur et à mesure que Liliane est un personnage très complexe et très intéressant, qui peut être beaucoup plus manipulatrice que ne l'est Robert de Passavant. En effet, je me réfère à la phrase « oui, puisque vous me l'aviez demandé ». Donc c'est ce qu'a dit Robert de Passavant, et on peut voir d'une certaine manière que Liliane est le vrai chef, la vraie manipulatrice dans toute cette histoire. Elle a même gagné un pari contre Robert de Passavant, puisqu'elle avait parié que Vincent aurait gagné au prochain jeu de hasard. Il a eu le temps d'apprendre. Donc là, on peut vraiment voir qu'elle est plus intelligente et plus diabolique, car elle parie sur des joueurs. Donc là, on a vraiment une vision plus vaste de la part de Liliane. Et maintenant, passons à la deuxième partie, qui n'est autre que le pouvoir des mots. Donc on peut voir qu'au niveau du langage, Robert de Passavant est assez manipulateur dans ce domaine-là également, puisque par exemple, lorsqu'il fait, entre guillemets, la veillée funèbre, lorsqu'il parle de la mort de son père, eh ben, il parle en fait de lui. Alors, il se critique en quelque sorte lui-même. Passavant a aussi notamment quelques sous-entendus sexuels tout au long de l'histoire. Et à cause de lui, il change Vincent et Olivier dans leur manière de penser à cause de son influence. Ce que l'on ne dit pas dans le roman a également son importance. Par exemple, avec le pardon de Bernard pour son père Albéric profitant Dieu, l'imagination débordante de Bernard et d'Olivier à travers les lettres qu'ils s'envoient respectivement lorsque Bernard est avec Édouard et lorsqu'Olivier est avec Passavant. Donc à travers ce silence, lorsque on ne décrit pas ce qui se passe sous les coulisses, on blesse plus ce que l'on dit. Il y a également un personnage assez discret et furtif qui est le démon, qui pourrait être une référence au diable ou même à Passavant.
Et il y a également toute l'association des petits faits, des plaisirs et des jeux qui entraînent à la monstruosité et au manque d'humanité et de compassion, par exemple avec Vincent envers Laura. Lorsqu'il a gagné, il ne veut plus lui payer ce qu'il lui doit. Les jeux de hasard sont vus comme diaboliques car ils font espérer les pauvres pour les rendre plus pauvres. Grâce au langage également, on peut voir toute la psychologie des personnages. Par exemple, cette nuit, les démons de l'enfer l'habitèrent au chapitre 1 de la partie 2. Donc c'est après que Olivier ait lu la lettre de Bernard. Donc on voit qu'il a une certaine ambivalence puisque Olivier est Bernard et Édouard, mais il les aime tous les deux individuellement. Pour se venger, il va ensuite chez Robert de Passavant, qui pourrait nous faire penser au conte de Dracula par certains moments. Et maintenant, passons au pouvoir des mots avec le personnage d'Albéric Profitant-Dieu. En effet, au début du chapitre 1, Bernard appelle son père par son métier, Monsieur le juge d'instruction. Donc on voit vraiment la distance que crée Bernard entre lui et sa famille. Puis au chapitre 2, on a Monsieur Profitant-Dieu. Donc quand l'auteur quitte l'esprit de Bernard, il parle de Monsieur Profitant-Dieu au lieu d'Albéric ou le juge d'instruction. Il y a donc une proximité et une influence entre Bernard et Gide. Et Monsieur Profitant-Dieu est plus proche, je trouve, que Monsieur le juge d'instruction. Ensuite, on a vraiment une progression. On passe de Monsieur le juge d'instruction à Monsieur Profitant-Dieu et enfin à Albéric. Donc là, on crée moins de distance car on utilise son prénom. On se rapproche progressivement d'Albéric. Ensuite, dans le chapitre 2, il est dit qu'une certaine pesanteur au côté droit, la fatigue chez lui portait sur le foie qu'il avait un peu délicat. Donc Gide veut que l'on se rapproche d'Albéric en utilisant des verbes psychologiques et ainsi qu'on ait de l'empathie envers lui. Donc vraiment, avec cette description, on dirait que Monsieur Provident-Dieu est malade. Donc Gide crée une tension entre les deux personnages en utilisant le champ lexical de l'empathie. Donc on peut vraiment voir qu'il y a de grandes difficultés de la communication dans le roman des Faux Monnayeurs, puisque Bernard qui écrit une lettre au lieu de parler directement à son père pour lui dire qu'il a fugué, pour lui dire qu'il a découvert toute la vérité. Donc d'un certain sens on peut voir qu'il fuit les difficultés. Et on peut voir également que les mots sont trompeurs, mais les gestes sont révélateurs. Et enfin, nous allons passer à la dernière partie de cette vidéo qui est le langage en général dans les Faux Monnayeurs. Donc tout d'abord, on a la mise en abîme du roman. Donc c'est un roman dans le roman avec l'auteur lui-même qui parle. Dans le chapitre 1, d'ailleurs, la première phrase c'est « C'est le moment de croire que j'entendais pas dans le corridor ». Donc cette phrase résume vraiment très bien le travail de l'auteur. C'est paradoxal car on ne peut pas prévoir de croire à quelque chose à un moment. Donc c'est un personnage qui, au discours direct et en adoptant une perspective et un point de vue interne, se dicte à lui-même une croyance. Puis directement après ça, on a se dit Bernard. Donc là, on sort de la diction interne pour changer de point de vue. Donc c'est comme si l'auteur il sortait de Bernard, parce qu'au début on peut croire que ce sera Bernard qui racontera l'histoire, mais là dès la première phrase, l'auteur il se met à posséder son roman et à même changer de point de vue radicalement. Donc il joue avec le lecteur et avec les règles du roman. Donc on peut vraiment voir qu'à travers tout le roman, l'auteur va jouer avec ces échanges de points de vue qui peuvent être omniscients, internes ou externes. Édouard, d'ailleurs, qui peut être représenté comme le double de l'auteur, à un moment, lorsque Bernard dit « N'allez pas croire que je n'ai rien compris à ce que vous racontiez de votre livre et du conflit que vous imaginez entre la réalité brute et là. Je ne l'imagine pas, interrompit Édouard. Il existe. » Donc vraiment, cet échange résume très bien le projet de Gide de construire un roman dans le roman. Même au niveau des noms des personnages, on a
des fortes métaphores, par exemple avec Kaloub, qui signifie boucle au début. Il est utilisé comme personnage très très secondaire, et puis on le retrouve à la fin du roman, donc ça forme une boucle. Et puis même Robert de Passavant, donc là c'est une antonomase, on pourrait dire pas savant, donc comme un savant quoi, ou alors on pourrait penser passe avant les autres, donc un égocentrisme, un ego. Donc on voit vraiment que Gide, dans son roman, il joue avec plusieurs genres, le genre policier, le parcours initiatique avec la quête de Bernard. Et puis on a plusieurs personnages qui peuvent être des représentations d'émotions ou d'humanisation. Donc par exemple, la nuit avant-dernière, Laura Douvier, assise sur les marches de l'escalier qui mène à l'appartement des Moliniers, avait attendu Vincent jusqu'à 3 heures. C'est alors seulement qu'il était rentré, cette nuit-là du reste. Vincent n'était pas allé chez Pedro. Il n'y avait plus rien à y perdre. Depuis 2 jours, il ne lui restait des 5000 francs plus un sou. Il en avait avisé Laura. Il lui avait écrit qu'il ne pouvait plus rien pour elle, qui lui conseillait de retourner auprès de son mari ou de son père, d'avouer tout. Mais l'aveu paraissait désormais impossible à Laura, et même elle ne le pouvait envisager de sang-froid. Les objurgations de son amant ne soulevaient en elle qu'indignation, et cette indignation ne la quittait que pour l'abandonner au désespoir. C'est dans cet état que l'avait retrouvé Vincent. Elle avait voulu le retenir. Il s'était arraché d'entre ses bras. Certes, il avait dû se raidir, car il était de cœur sensible, mais plus voluptueux qu'aimant, il s'était fait facilement de la dureté même un devoir. Il n'avait rien répondu à ses supplications, à ses plaintes, et comme Olivier, qui les entendit, le racontait ensuite à Bernard. Elle était restée, après que Vincent eut fermé sa porte sur elle, effondrée sur les marches, à sangloter, longtemps dans le noir. Donc là, on a vraiment les deux points de vue. On a d'un côté le point de vue de Laura Douvier, donc la femme abandonnée, fragile car elle est enceinte. Et de l'autre côté, on a Vincent qui paraît absolument monstrueux, froid et sans empathie envers elle. Donc après que ces deux points de vue, on peut vraiment estimer que c'est une réalité vécue. On a une part un peu plus objective de la réalité. Donc l'aura est un élément qui permet de faire réagir ou non l'humanité à travers les autres personnages, mais également avec le lecteur puisqu'elle souffre. Donc Bernard, lui de son côté, est touché car il connaît cette histoire. Donc là on a vraiment par exemple le genre de roman anthropologique. Et maintenant passons à la relation entre les personnages et notamment des deux lettres que sont échangées Bernard et Olivier. Donc tout d'abord passons avec la lettre qu'a envoyée Bernard à Olivier. Donc Olivier et Bernard, c'est plutôt dans les non-dits qu'ils se font du mal. Dans le chapitre 3, lorsque Bernard dort chez Olivier, on a vraiment une connotation sexuelle qui est apportée dans le dialogue. Bernard l'embrasse puis le repousse en riant. Donc là on a vraiment la confusion des sentiments. Et puis maintenant passons à la lettre qu'a envoyée Bernard à Olivier lorsque Bernard était en voyage avec Laura et Édouard. Donc d'abord il commence par cher vieux dans la deuxième partie du chapitre 1. Donc c'est un terme affectif dans cette lettre, donc commence avec un terme affectif donc. Cependant, on voit que dans la lettre de Bernard à Olivier, il y a une certaine condescendance puisqu'il utilise à plusieurs reprises l'impératif. Par exemple, garde ça pour toi, donc c'est un ordre. Et qu'il est avec Édouard, qu'il considère comme un grand homme, en plus qu'il est parti avec l'oncle d'Olivier, dont ce dernier est amoureux. Donc là, dans cette lettre, il y a vraiment une grande provocation. Et puis, on a une répétition du verbe savoir dans sa lettre, comme si Bernard avait eu conscience de de tous les savoirs du monde. Mais ce que tu ne sais pas, ton sacré maladroit de frère. Donc là, ce sont des exemples de la condescendance de Bernard envers Olivier. En effet, quand nous sommes arrivés à Saafé,
Après des difficultés sans nombre, nous avions pris une chaise à porteur pour Laura car les voitures ne parviennent pas jusqu'ici. L'hôtel n'a pu nous offrir que 2 chambres, une grande à 2 lits et une petite qu'il a été convenu devant l'hôtelier que je prendrais, car pour cacher son identité, Laura passe pour la femme d'Édouard, mais chaque nuit, c'est elle qui occupe la petite chambre et je vais retrouver Édouard dans la sienne. Chaque matin, c'est tout un trimballement pour donner le change aux domestiques. Heureusement, les 2 chambres communiquent, ce qui simplifie. Donc là, on a clairement une provocation et une homosexualité plutôt non dite. On doit imaginer, le lecteur doit imaginer l'imaginaire d'Olivier en lisant cette lettre. Donc Laura, évidemment, elle a la petite chambre, dans ce qui représente sa vulnérabilité. Et puis la grande chambre, donc un grand égo pour Bernard. Et puis on voit dans cette lettre aussi l'évolution de Bernard. Ce pays ne me plaît pas beaucoup, à Édouard non plus. Donc on a d'abord son avis, donc il se prend vraiment pour l'adulte qu'il veut devenir. Et puis ensuite on a l'avis d'Édouard. Puis on a le champ lexical de l'enfer pour Olivier après la lecture de cette lettre avec les verbes torturer, tordait, serpent, jalousie et impur. La conversation d'Édouard est un intérêt prodigieux, il ne me parle pas beaucoup directement. Donc là, on a même une contradiction de la part de Bernard. Et puis, à la fin, on a « je t'embrasse ». Donc ça rajoute un aspect plus vrai à leur relation. Et on voit vraiment que Bernard essaye de gérer le froid et arrogant et le chaud du baiser avec Olivier. Et maintenant, passons à la lettre d'Olivier à Bernard dans la deuxième partie du chapitre 6, lorsque Olivier est en voyage avec Robert de Passavant. Donc Olivier commence avec « Que je te dise d'abord que j'ai bien passé mon bachot ». Donc là, il répond à la première phrase de Bernard avec un ton plutôt supérieur, puis il dit « Nous avons, à notre âge, une fâcheuse tendance à juger les gens trop sévèrement et à condamner sans appel ». Donc là, on a plutôt une suspension du jugement comme Descartes, c'est-à-dire qu'il rase toute l'éducation qu'il a reçue et il doute, donc c'est un acte plutôt de maturité et philosophique. Puis il dit le rédacteur en chef de la nouvelle revue Avant-Garde. Donc là, on voit vraiment l'évolution sociale d'Olivier qui a un haut statut, mais en est-il de même pour le niveau intellectuel? Déjà, il utilise l'impératif, tâche de m'envoyer quelque chose, et puis on a vraiment une condescendance avec ce quelque chose qui est une manière de revanche à la première lettre de Bernard, qui est vraiment du mépris. Il ne lui dit pas d'envoyer une nouvelle comme Bernard sait si bien le faire, non, il lui dit juste quelque chose. Donc ensuite il continue avec Passavant voudrait que. Donc là on voit vraiment que Passavant est le sujet de la phrase à la voix active et que c'est vraiment lui le vrai chef. Je suis assez de son avis. Donc là on a un parallèle avec Bernard qui est tout le temps d'accord avec Édouard et Olivier qui est tout le temps d'accord avec Passavant. Puis on remarque que Olivier utilise à plusieurs reprises le mot nous, donc pour souligner sa complicité avec Robert de Passavant, et on voit vraiment que c'est une sorte de compétition entre Bernard et Olivier, à qui rendra le plus jaloux l'autre. Olivier en vient même à citer Passavant, comme dit Passavant, plus on est jeune, moins le scandale est compromettant. Donc on voit vraiment toute l'emprise que Passavant a sur Olivier. Il qualifie même l'endroit où ils sont de patelin. Donc là on a vraiment l'enclenchement de l'imagination de Bernard, puisque c'est un isolement qui est vu comme l'isolement d'un couple, mais également du point de vue du lecteur, ça peut être vu comme un isolement pour l'endoctrinement. On voit ensuite Passavant est un compagnon, donc là on a une évolution dans la relation entre Olivier et Passavant, donc il passe d'ami à compagnon. Je l'appelle Robert, donc on a une intimité vraiment qui se développe. Encore une fois, le but est d'activer l'imagination de Bernard. Il fait tout pour me faire oublier son âge et je t'assure qu'il y parvient. Donc on voit vraiment que par contre, du côté d'Olivier, son niveau intellectuel a plutôt baissé.
puisqu'il approuve tout ce que dit Passavant sans vraiment penser par lui-même. Il m'a confié qu'il n'était jamais entré dans un bordel et m'a laissé entendre qu'il serait très fâché contre moi si j'y allais. Donc là, on voit vraiment que Passavant, il dicte carrément la vie d'Olivier, qui lui dit ce qu'il doit faire. Et on voit vraiment que tout est plutôt faux chez Passavant, qu'il fait tout pour que dans la forme ce soit vrai, mais dans le fond, il n'y a rien. Et maintenant, finalement, passons au langage dans la psychanalyse. Alors avec notamment le petit Boris, qui est dans une espèce d'internat pour les personnes en difficulté, il dit oui je veux bien, non je ne veux pas. Donc là on a vraiment le caractère contradictoire du ça, qu'on pourrait qualifier chez Freud. Et Édouard est plutôt dans un sens mauvais pour la première fois si le lecteur réfléchit bien, car il met Boris dans un environnement nocif. Et c'est... car si on y réfléchit bien, c'est à cause d'Édouard que Boris finira par mourir. Cependant, contrairement à Robert de Passavant, Édouard n'assume pas d'être mauvais dans un certain sens, car il est furtif et cela est plutôt malsain. On peut retrouver ce caractère également chez Bernard, qui est d'un côté moins pur qu'Olivier, puisqu'il vole la valise, il lit le journal d'Édouard qui n'est même pas le sien, et il raconte des mensonges. Pour revenir à la psychanalyse, dans la deuxième partie du chapitre 2, quelqu'un dit « quand on parle, c'est pour se faire comprendre ». Donc là, on pourrait rejoindre une autre citation de Victor Hugo cette fois, « quand on n'est pas intelligible, on n'est pas intelligent ». Donc le but de savoir des choses, c'est en fait de savoir mettre des mots pour prononcer ce qu'on a à dire et ce qu'on sait. En conclusion, le rôle du langage chez les faux-monnayeurs est extrêmement important car il permet à certains personnages de trouver une identité à eux-mêmes en utilisant le langage comme moyen de manipulation. Le pouvoir des mots est également très important dans les faux-monnayeurs puisque certains mots, certaines expressions peuvent avoir des sens cachés et une profondeur beaucoup plus intéressante que l'on pourrait y croire. Et enfin, le langage peut permettre aux personnages de perfectionner leurs relations en utilisant un langage plus adéquat à la situation.